Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré! Ici Hélène. Et Mélanie. Allô. Mais je devrais à un moment donné pas dire préféré juste pour voir si les gens dans leur auto qui nous disent tout le temps. Ils vont bugger, ils vont être genre... Ouais. Hein? Quoi? Même moi, je vais bugger. Hein? Tu vas me refaire tu vas me faire le reprendre. Oui, Bon alors, matin, bon matin. après-midi, bonsoir, bonne fin de semaine, peu importe quand vous nous écoutez. Allô? Mhm. Allô? Comment qu'on commence ça, non? Un podcast d'habitude? Un épisode. C'est comme vous voyez, on n'est toujours pas professionnels. Toujours pas préparé. Non. C'est pas vrai, on était préparés. En plus, on s'est fait une liste de choses à dire. Full préparer, les filles. OK, j'ai une idée. OK, vas-y. On a un événement qui arrive le 21, 22, 23 novembre. Oui! On va être au Salon du Livre de Montréal. Oh yes! Si jamais ça vous tente de venir nous voir, on espère de tout cœur que la grève de métro va être réglée d'ici là. Oui. Et oui, on va être là. On va publier sur les réseaux sociaux notre horaire. Mhm. C'est quand même chargé, notre horaire. On a Ouais. des genres de blocs de 4 heures le vendredi, le samedi et le De dimanche. 4 heures? Pas 2 heures? 3. Ouais. Je pense 3 heures. Anyways. Fait qu'on va être là beaucoup. Et on aimerait ça vous voir. D'ailleurs, on a rencontré plusieurs personnes, plusieurs d'entre vous, à notre lancement mercredi il y a 2 semaines, le 29 octobre, bref. Oui. Et c'était une dose d'amour incroyable. J'ai jamais vu ça. Tellement merci tellement à ceux qui sont venus nous voir Oui, au merci lancement. à la là. librairie Raffin de nous avoir Ouais. permis de faire cette soirée-là. C'était super. J'ai été tellement en retard. Ça m'a pris 1h30 de venir à Montréal, de Longueuil. Et voilà. C'était vraiment le fun. Merci beaucoup à ceux qui sont venus. Et depuis, notre livre est officiellement sorti. Oui. Il n'est plus en prévente. Il est en librairie, physiquement. Je suis allée à ma librairie à Saint-Lambert, puis j'ai vu, il y avait le gars, il a dit qu'il y avait 4 exemplaires, puis il en restait juste 3. J'étais full énervée. Il y a quelqu'un qui a acheté le livre. Yeah! Mais même, on est dans le palmarès des libraires pour la semaine passée. Pour dans vrai? les ventes, oui. Ah, j'avais Dans le même top pas vu. 50. Merci! Ouais. Oui, merci tellement. Tellement excitée. C'est notre 5e bébé, comme je dis souvent. On a travaillé vraiment fort là-dessus. Mhm. Et c'est très, 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 très excitant, tout ça. Oui. Et on avait d'autres choses à dire? Non, c'était juste ça. Salon du livre, puis le livre. Livre, dans le fond. T'as-tu un... Il me semble que tu m'avais dit que tu avais un crime de potin. Ah oui, c'est vrai, j'ai un crime de potin. Ah oui, ben, un truc drôle sur Saint-Jérôme, en fait. Classique. Classique. De Sabrina, qui dit « Hello les girls, j'ai une petite anecdote pour vous. Quand j'étais plus jeune, je travaillais au centre-ville de Saint-Jérôme. Pendant un événement à la gare, j'ai croisé un homme qui se promenait avec un triporteur orné de plein de petits animaux morts qui pendouillaient. Des vrais animaux? Oui, des écureuils, marmottes, rats, etc. Je vous laisse imaginer l'odeur qui émanait de ce petit cimetière roulant en plein mois de juillet. Ah! À ce jour, je sais toujours pas si c'était des trophées de chasse ou bien des carcasses de bord d'autoroute, mais dans les deux cas, c'est inquiétant. Et le plus fou là-dedans, c'est que personne n'avait l'air de trouver ça bizarre. Saint-Jérôme. Casual Saint-Jérôme. Oh, man, en plein juillet à 30 degrés, des carcasses d'animaux morts. C'est dégueulasse. 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 Ça a fini à dire désolé de perpétrer la belle réputation de Saint-Jérôme. Là. Oh non. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé par courriel une vidéo de... Je pense que c'était la semaine passée. C'est genre 3 gars qui essayent de braquer un dépanneur avec l'auto puis ils détruisent la voiture. Ça marche vraiment pas. Oui, il y a plusieurs personnes qui nous l'ont envoyé, ça. Ah, c'était drôle. Oh, Je Saint-Jérôme, Colin. Saint-Jérôme. Incroyable. On aime toujours la ville. La ville la plus verte au Canada. Hey, j'ai hâte. Un jour, il faut qu'on fasse un événement à Saint-Jérôme. Ben, je sais pas s'ils voudraient nous avoir. Je sais pas. Vous nous direz. Saint-Jérôme, voulez-vous nous Sinon, avoir? qui habite là qui voudrait nous avoir. Parce qu'on n'arrête pas de diminuer la réputation de la ville. Mais c'est pas nous directement. C'est les gens qui nous écrivent. Oui. On fait juste lire. Ouais, on fait des juste choses. lire.
On se le fait beaucoup demander, c'est quoi votre passion contre Saint-Jérôme? Je suis comme, c'est pas nous qui l'a créé, c'est venu à nous. Oui, c'est ça. On s'est pas dit, on part un podcast puis on dit Saint-Jérôme tout le temps. C'est pas ça le plan. C'est quoi 10 en français? On descend, on rabaisse. On rabaisse ouais. Saint-Jérôme, oui. C'était pas ça le plan. Non. C'était plus de parler de true crime, dans le fond. Oui, dans le fond, c'est ça, notre podcast. C'est ça, le podcast, oui. Ah, ben justement, j'ai une histoire de true crime pour toi. Godon. Godon. Ça tombe si bien. Bon, sur une note plus sérieuse. Oui. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Hélène? OK, attends. J'ai intitulé cet épisode Summer Lovin', comme la toune. Est-ce que tu vas gâcher la toune? J'ai compris. Oui, je sais de quelle toune tu parles, mais est-ce que tu es en train de gâcher la toune pour tout le monde? Peut-être, oui. Thanks. OK, ça fait plaisir. Tu es en train de gâcher Grease pour tout le monde. Je tiens à te le dire. C'est vrai. Avant. C'est vrai. C'est gros. Je m'excuse, gang. Vas-y. Et dans le fond, je te raconte le meurtre de Cathy Caretta. OK. Alors, mes sources... En fait, ma source principale, c'est un livre que la sœur de Cathy, elle a écrit. C'est Christine Caretta, qui s'appelle « Ma sœur sauvagement assassinée ». Oh. Vraiment, vraiment très, très bon livre. En tout cas, je vous en reparle pendant. Sinon, Journal de Montréal, Global News, beaucoup d'articles sur la BANQ de la presse, les articles numérisés. Et voilà. Excuse, je suis en train de lire. Hélène, elle m'a donné le livre qu'elle a dans les mains. Et je viens de voir que c'est le jour de mon anniversaire. Oui, c'est vrai. J'avais oublié, mais je l'ai écrit 2 semaines. Mais oui, c'est... Le jour de mes 8 ans. Oui. Je t'écoute. Alors, le 10 février 1998. Le jour de mes 8 ans. Le jour des 8 ans à Mel. Et 1 mois après la crise du verglas. Aussi, ça fait comme... Il y avait encore, genre, du monde qui venait de retrouver l'électricité, mettons, là. Ça a été long à régler. Ah oui, ça a été long. Ouais. Il y en a que ça a pris 3 mois. Bon, fait qu'il y avait encore du monde qui manquait d'électricité le 10 février 1998. On est dans la Naudière, donc au nord-est de Montréal. Tu me regardes? Oui, je te regarde. Je sais que tu n'as aucune idée c'est où la Naudière. Non. entre je l'ai vu dans tes yeux. Entre les Laurentides puis la Mauricie. Sure. OK. Ça a l'air bien. Okay. Un peu de sérieux. Oui, un peu de sérieux, c'est sérieux. Les policiers défoncent la porte d'un chalet à Saint-Charles-de-Mandeville, près de Joliette. L'intérieur du chalet a été complètement saccagé à coups de hache. Les cadres de porte, les meubles, les murs, tout est en morceaux. Et à travers le chaos, ils aperçoivent un homme, clairement en détresse psychologique, et dans les marches qui mènent au sol, le corps d'une jeune femme. Elle est en pyjama, son corps est déjà froid. Il constate son décès sur place. Oh. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire tragique du meurtre de Cathy Caretta. Cathy. Cathy Caretta naît le 25 janvier 1975 à Montréal. Elle a une grande sœur, Christine, qui est de 9 ans son aînée. Sa sœur la décrit comme naturelle, enjouée, vive d'esprit, avec une prestance, un regard doux et une bonne écoute. Leurs parents, Christian Caretta et Daniel Urgon, les deux avaient immigré de la France quelques années auparavant. Et ils se sont séparés de façon assez tumultueuse, alors que Cathy était toute petite. Fait qu'elle vit quand même difficilement cette séparation, qui entraînera chez elle une peur de l'abandon. Après la séparation, les deux sœurs décident d'aller vivre avec leur père à Laval. Une dure décision de choisir avec quels parents tu veux habiter. Et Christine apprend vraiment le rôle de grande sœur, presque maman, pour Cathy. Elle s'occupe de Cathy là, comme si c'était son enfant. Elle l'habillait, la consolait, la câlinait. Elle raconte que des fois, Cathy, elle s'endormait contre son cœur. Puis elle la regardait dormir. Puis chacune devient vraiment le support de l'autre. En grandissant, Cathy devient une belle femme avec des petits cheveux bruns bouclés qui ne passait pas inaperçue avec son air méditerranéen. Mais Cathy sont toujours en quête d'amour et de reconnaissance. En 97, Cathy a 22 ans. Elle habite toujours chez son père. Elle travaille comme décoratrice intérieure à temps partiel. Comme
t'as cette passion de décoration intérieure. Mais... Oui, je sais c'est pas, ça me vrai. fait penser à toi. Ouais. Elle allait aussi aux études. En quoi, par exemple, ça, je sais pas. Je l'ai pas vu nulle part. Elle était excitée à l'idée de décorer le chalet de Boiron que son père faisait construire. Mm. À l'été 97, elle se rend en France avec son père pour le mariage d'un membre de leur famille. C'est ce qui est drôle. Dans tous les articles que j'avais lus, ça disait que c'était avec sa mère qu'elle était allée en voyage en France. Mhm. Puis là, dans le livre de Christine Carretta, c'est comme non, c'est avec son père. C'est comme, il me semble que c'est un détail vraiment quand même important, important. C'est une grosse différence. Voilà. Fait Comme que, quoi, les médias, des fois. Hein. ouais, fait que quand on a accès à la version de la famille, c'est tellement mieux. Mhm. À leur arrivée en France, l'oncle et la tante de Cathy organisent un souper au restaurant avec la famille. Cathy, elle se retrouve assise en face d'un certain Jean-Paul Gerbert, 32 ans, 6 pieds 2. Elle le connaissait peu, mais les deux avaient le même cousin qui était en fait le futur marié. Donc, même cousin, mais par alliance. Fait qu'ils n'ont aucun Pas lien de sang. prendre. Non. OK. Fait qu'ils jasent toute la soirée, puis ils s'entendent super bien. Après le repas, Jean-Paul, il propose à Cathy de lui faire visiter Paris la nuit. Fait que Cathy, elle accepte. Ben oui. Ben oui, belle invitation. Donc, elle passe une merveilleuse nuit à découvrir Mhm. Paris en la compagnie de Jean-Paul. Quelques jours plus tard, elle revoit Jean-Paul au mariage. La réception a lieu dans un château. Classique français. Hein? Mhm. Comme... J'avais un ami français que j'avais connu quand j'habitais à Berlin qui disait... non, mais... Parce que je pense que je disais, oh, mais il y en a beaucoup de châteaux en France. Maintenant, mais il parlait tout le temps de châteaux. Puis il était comme, ouais, en France, ils te les foutent à la gueule, les châteaux. Voilà, ça m'a fait penser à cette phrase de mon ami. Tu les fous à la gueule. Donc, au mariage, dans le château, ils passent la soirée ensemble. Puis, tu sais, je pense que le fait qu'ils fassent partie de la famille, ça l'a comme rapidement mis Cathy à l'aise. Tu sais. Mhm. Puis, tu le devineras, ils tombent en amour. Sa sœur a dit dans son livre, Cathy était en amour avec l'amour, d'après elle. OK. Elle avait envie Mhm. de vivre le grand amour, je pense. Ensuite, Cathy et son père continuent leur voyage vers la Normandie pour aller visiter une tante, la sœur de son père, puis les deux ensemble passent un super beau voyage père-fille. Quand ils repassent par Paris, Cathy revoit Jean-Paul, qui, lui suggère d'allonger son séjour en France d'une semaine ou deux. Cathy est bien down, là. Fait qu'elle propose à son père, qui, lui, n'est pas si chaud à l'idée. Il appelle même Christine pour lui demander de convaincre sa sœur de revenir comme prévu. Fait que Christine a fait ce que son père a dit. Elle appelle Cathy pour essayer de la convaincre que les vacances sont finies, puis de revenir. Puis elle, en fait, Christine, elle connaît Jean-Paul. Ah, Elle est OK. un peu plus vieille, là, fait que elle l'a Ouais. connu. Puis elle dit, tu sais, Jean-Paul est beau aussi parfait que tu penses. Il n'y a pas un passé 100% clean. Bref, Christine, elle ne l'aimait pas particulièrement, Jean-Paul. Mais rien n'y fait. Cathy décide de rester une semaine de plus en France. OK. Elle revient ensuite au Québec. Mais là, les deux amoureux restent en contact. Ils s'écrivent des lettres. Parce qu'on se rappelle que en 98. 98, il n'y avait pas Insta ni Facebook. Puis courriel, ça commençait à peine. Là. Et au mois d'août, Jean-Paul vient passer ses vacances à Montréal chez sa sœur, Hélène, qui habitait à Montréal. Donc, les deux tourtereaux passent un beau moment, mais ça se termine vite, puis Jean-Paul doit repartir. C'est finalement en novembre que Jean-Paul décide de faire le gros move, puis de s'en venir à Montréal pour de bon. Pour de bon, OK. Pour de bon. Donc, il Novembre, ça n'a pas été long. Non, ça n'a pas été Février long. à novembre. Non, ils se sont rencontrés en juillet. Ah ouais, excuse. Là, il est venu au mois d'août, Ouais. puis là, après ça, il revient en novembre. C'est encore plus court. Ouais, vraiment. Là, OK. ouais, très rapide. Limite rapide de louche. Un peu trop intense. Ouais. Mais bon, des fois, hein, On sait jamais. on sait jamais. L'amour, des fois, ça peut marcher. Je te On a- l'annonce. Dans ce cas-là, ça ne marchera pas. Donc, c'est ça. Il décide d'aller vivre chez sa sœur Hélène. Donc, lui et Cathy n'habiteront pas ensemble. Là. Ce serait un peu trop tôt, quand même.
La famille de Cathy tripait vraiment pas sur l'idée qu'elle parte en France pour le rejoindre. Là. C'était comme dans les discussions. Fait que, ils sont quand même contents du fait que ce soit Jean-Paul qui vienne à Montréal. Tant qu'à choisir entre les deux, c'est ça. C'était mieux la garder ici. Voilà. Puis apparemment que sa vie n'allait pas super bien en France. Qu'il devait de l'argent, puis qu'il voyait justement comme une occasion de repartir à zéro. Ce que peut-être précipiter son move de genre, s'il devait bien de l'argent en France, c'est comme « Ah, je m'en vais au Québec, bye! » C'est pas tant l'amour qui l'a fait venir ici. Ouais, un mélange des plus, deux. mais... Ouais, c'est ça. La relation. Premier red flag. À son arrivée à l'aéroport, le douanier, il pose des questions de routine à Jean-Paul. Ben là, il se rend compte que Jean-Paul n'a pas assez d'argent dans son compte pour le temps qu'il souhaite rester au Québec. Il n'y a genre rien dans son compte, là. OK. Fait que là, bon, bref, plein de questions. Jean-Paul, il s'impatiente devant les procédures d'immigration. Il se sent persécuté par les Québécois. Il aurait même, devant les douaniers, là, il aurait même traité le peuple québécois de plouc. Il vient d'arriver, là. T'es même pas rentré dans le pays encore. Tu sais, je lisais ça, puis j'étais genre, c'est tellement le cliché du Parisien haïssable. C'est genre, c'est ça. Oui, exactement ça. Donc, il finit par passer à travers le cliché. D'ailleurs, on met pas toutes les Parisiens dans le même bateau. Non, vraiment pas. Moi, j'ai eu des super expériences à Paris. Le monde était super gentil, là. Mais comme ça, c'est le cliché de genre, quand les gens chialent contre les Parisiens, chiants, c'est ça. Genre. C'est ça. Ouais. Il est même pas rentré dans le pays. Non. De plus. C'est ça. Come on. Premier red flag. Ouais. OK. Donc, il finit par passer à travers le processus. Puis, bon, finalement, il retrouve Cathy qui l'attendait impatiemment à la sortie. Puis là, il est furieux. Puis là, il dit à Cathy qu'il est victime de mépris et qu'il doit se méfier des gens d'ici. Cathy est comme « OK, mais tout va bien. On est ensemble. Youpi! » Genre, elle est juste full contente de le revoir, là. Comme... Puis là... Après ça, Jean-Paul, je sais pas qu'est-ce qu'il a répondu de quoi, mais il a répondu de quoi de vraiment agressif, comme super méchant envers Cathy. Puis là, Cathy est comme déstabilisée, elle sait pas quoi penser, c'est la première fois qu'elle le voit comme ça. Ouais, c'est ça, c'est pas un côté qu'elle connaît de lui. Non, c'est ça, elle connaissait pas du tout ce côté de lui. Mais direct, ça a comme brisé quelque chose en Cathy, que finalement, on dirait que ça... Alors, déjà, la lune de miel venait de terminer. C'est ça, le conte de fées n'est pas aussi magique qu'elle pensait. Non. Chance qu'ils n'habitaient pas ensemble. Une chance. Donc, rapidement, elle apprend à plus le connaître, puis elle s'aperçoit qu'il y a plein de choses qu'il a dites qui étaient fausses. Fait que, tu sais, il se faisait comme un peu passer pour quelqu'un d'autre. Je sais pas quoi exactement, mais je pense qu'il s'est inventé un peu une vie, là. Fait qu'elle sent qu'elle s'est faite un peu manipuler, puis que maintenant, il s'est comme imposé dans sa vie. Et l'abus verbal continue. Ça devient une monnaie quotidienne. Il la rabaisse sans cesse, toujours dans le but de l'écraser. Puis, il se met à choisir ses tenues. Puis, il lui dit que lui, en France, il sortait avec des mannequins. Fait qu'elle devait être à la hauteur. Sure. Tu sais, genre, c'est ça, c'est pas vrai. Ben non. Ça doit être dans les choses sa vie qui s'est inventée, ça doit en faire partie, là. Il lui disait qu'elle avait un gros ventre. Il disait qu'elle devrait peut-être penser à la chirurgie plastique. Ben voyons. Oui, ben voyons. Il reproche de sortir trop souvent, d'aller voir ses amis, d'aller à l'école, puis que lui, il se sent délaissé. Quand elle lui dit qu'il est méchant puis manipulateur, il l'avoue, puis il promet de changer. Classique. Classique relation toxique. Il dépendait d'elle financièrement, parce que... puis en plus, elle avait juste un job à temps partiel. Elle était aux études, elle n'était pas riche non plus. Le peu d'argent qu'il avait, il buvait. Ah, OK. Ouais. En plus, le père de Cathy, il lui trouve du travail, puis il lui prête une voiture. Wow. Full gentil, là, le père. Le père de Cathy, lui, avait un garage. Là. Je pense qu'il a peut-être accès à des voitures mais quand même, il plus facilement. Pas à faire ça. Non, vraiment pas. Et apparemment, c'est même lui qui avait comme payé le billet d'avion pour que Jean-Paul vienne ici. Mais tu sais, c'était comme un prêt, genre je te le paye, puis tu vas me le rembourser. Ce qui n'arrivera jamais. Non. Après un certain temps, Jean-Paul, il demande à Cathy s'il peut venir vivre chez son père avec elle parce qu'il est tanné d'être chez sa sœur. Ce à quoi Christian, le papa, répond
Non. Mhm. Mhm. Je pense que, tu sais, la famille de Cathy voyait que c'était Ah pas... ouais. Ben, tu vois ce qu'il fait à c'était ta pas fille. good catch, là. Même Cathy, elle avait compris rendu là. Ça a pas été long à comprendre, en fait, là. Donc, elle voulait le laisser. Mais classique... Ben, c'est difficile. Mais c'est ça. Puis classique manipulateur, ben, à chaque fois qu'elle parle de le laisser, il menace de se suicider. Ah. Elle essaie quand même de le quitter à 2 reprises. Mais à chaque fois, il revient. Mhm. Puis ça fait pas longtemps. Là. C'est genre, ça fait 2 mois qu'il est arrivé. Là. Ça n'a pas duré Ça a longtemps. dégringolé assez vite, Ouais, merci. vraiment. La rupture. Donc, après 3 mois de relation, Cathy laisse Jean-Paul une bonne fois pour toutes. Pour elle, c'est clair, elle se fera plus avoir, mais elle sait qu'il le prendra pas et qu'il est instable. Fait qu'elle sait qu'elle doit faire attention. Là. Genre, elle en est consciente. En plus, en parlant à des amis de la famille, puis des amis et de la famille, elle apprend que Jean-Paul il aurait été violent avec son ex qui s'appelait Soraya. Et aussi, un autre nom, il y aurait une autre ex à Jean-Paul qui s'appelait Pascal et qui aurait été retrouvée morte avec des photos de Jean-Paul gisant par terre autour de son corps. Et apparemment, ce serait suicidé. Oh! Ouais. Fait que tout ça, c'est pas rassurant. Non, pas du tout. Tu sais, Cathy, elle avait peur. Puis elle en avait parlé à sa famille, là, puis à ses proches. Là. Puis même une fois, elle avait demandé à son père de rester à la maison avec elle parce qu'elle avait peur de Jean-Paul. La journée fatidique. Le matin du 10 février 98, Christine, elle appelle Cathy. Elle se parle à tous les jours, les 2 sœurs, là, tout le temps. Mais quand Cathy répond, elle est comme un peu bête puis pressée. Ce qui est vraiment pas dans ses habitudes. Ouais. Non. Puis là, Christine, tout de suite, elle a comme un instinct. Un instinct de sœur. Pressentiment. Ouais. Puis elle demande si Jean-Paul y est là. Cathy, elle répond que oui. Puis là, elle lui demande 2 fois si elle l'a invité. Puis les 2 fois, Cathy répond que non. Puis sa voix, elle sonne angoissée. Christine sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais tout de suite après, quand il demande ça, la ligne, elle coupe. Christine a vraiment un mauvais feeling. Elle appelle son père pour lui demander d'aller voir Cathy à la maison. Son père répond qu'il peut pas. En ce moment, il est avec des clients, son garage, à Montréal. Son père, il n'a pas parlé à Cathy, fait que je pense qu'il n'a pas... Il comprend pas le sentiment d'urgence. Non, c'est ça, il comprend pas pourquoi Christine elle capote un peu. Là. Puis Christine, elle voulait pas s'y rendre directement parce que était comme encore en congé de maternité, je pense. Dans le fond, elle gardait son petit garçon qui avait 2 ans à la maison. Elle était pas retournée au travail depuis son petit garçon. Puis elle voulait comme pas le mettre en danger. Elle avait peur d'aller confronter Jean-Paul avec son petit gars, tu sais. Donc, elle dit à son père de la rappeler dès qu'il a reparlé à Cathy. Fait que là, le temps passe, pas de nouvelles. Elle rappelle son père. Il dit « Non, je suis encore occupée. Non, je peux parler à Cathy. Il comprend pas pourquoi elle capote. Ben, tu peux pas savoir non plus. Non, c'est ça. Fait que là, elle dit « Mais... Ah oui, c'est ça. Son père, il dit « Mais tu sais, peut-être qu'ils sont en train de discuter. Puis tu sais, ça peut être positif de parler. Puis calmer les choses. Non, tu sais. » Fait que là, Christine, elle sait plus quoi faire. Elle angoisse toute seule. Mais malheureusement, elle se convainc de ne pas appeler la police, se disant que son père a sûrement raison, qu'ils font juste parler, puis que c'est correct. Mais non, c'était pas elle aurait dû écouter son feeling. Toujours écouter son feeling. Ben, c'est facile à dire après. Non, c'est ça, c'est facile à dire après, mais c'est ça, on va toujours, c'est très normal que je pense que le cerveau va essayer de rationaliser puis dire, mais non, tu capotes, il n'y a rien de grave qui se passe. C'est ça que tu veux. Ben oui, c'est ça que tu veux. Tu veux pas croire que c'est la chose qui arrive jamais, qui se passe. Donc, pour passer le temps, elle décide d'amener son petit gars jouer dans les jeux du McDo. Puis là, en y allant, elle passe devant la maison de son père, où se trouve Cathy. Puis elle immobilise la voiture, elle regarde, elle hésite, elle a peur. Fait que là, finalement, elle décide, elle repart, elle va au McDo. Fait que là, son petit gars, il joue au McDo, blablabla. Là, en revenant, elle repasse devant chez son père. Puis là, elle voit que la voiture qui était là est plus là, puis la maison semble vide. Fait que là, elle se dit, ah, OK. Jean-Paul, il doit être reparti, puis Cathy doit être partie travailler. Elle est comme un peu rassurée. Elle se dit, OK, elle rentre chez elle.
En début d'après-midi, elle reçoit un appel de la boss de Cathy, paniquée, qui lui dit que Cathy n'est pas rentrée, puis que là, il y a des policiers qui sont dans la boutique et qui la cherchent. La patronne, elle comprend rien de la situation. Elle a dit aux policiers que Cathy, c'est une bonne personne, qu'elle n'aurait pas fait de mal à personne. Tu sais, dans le fond, la boss de Cathy, elle pensait que la police cherchait Cathy parce que Cathy avait fait de quoi. Mhm. Mais non, c'est l'inverse. Là. Il était inquiète pour elle. Donc, quand Christine accroche, là, c'est la panique. Elle appelle la police pour dire qu'elle veut comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous cherchez ma sœur. Fait que là, on la transfère à une agente qui se trouve chez Hélène, la sœur Ouais. de Jean-Paul. L'agente lui explique qu'il y a une vaste opération de recherche qui est lancée pour retrouver Cathy et Jean-Paul. Christine en demande Mais pourquoi. comment ils savent? Ouais, c'est ça. Christine, elle lui demande pourquoi, comme toi. Et la policière, elle lui répond pas. Puis c'est au procès qu'elle va apprendre pourquoi la police les recherchait. Fait que je te reviens tantôt. OK. Puis là, quand la policière lui demande si elle sait où se trouve Cathy, elle dit que non. Mais après, elle allume puis elle dit au chalet. C'est sûr qu'il est allé au chalet. C'est sûr qu'il l'a amené au chalet. Fait qu'elle décrit le mieux qu'elle peut où se trouve le chalet. Puis là, sur le coup, elle retrouve pas l'adresse exacte, comme toute mêlée. Mais là, elle se rappelle que Hélène, elle s'était rendue dans le temps des fêtes au chalet. Fait qu'elle doit avoir l'adresse. OK. La policière est avec Hélène. Fait que elle dit à la police de lui passer Hélène. Mais la policière, elle refuse. Puis elle dit merci, puis elle raccroche. Christine, elle prend son fils, puis elle se rend chez une voisine qui est une nouvelle amie. Elle arrive en larmes, puis elle dit « Peux-tu prendre mon garçon? Faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe avec ma soeur. » Fait que là, sa voisine a dit « Oui, pas de problème, je vais garder ton petit gars. » En attendant que son mari revienne, puis qu'il aille chercher les deux plus vieux à l'école, là, les deux plus vieux enfants aussi. Donc, Christine part à toute vitesse vers Montréal, au garage de son père. Quand elle arrive, son père, il n'est plus là. Puis là, les employés, ils disent qu'il vient juste de partir à toute vitesse. Mais elle ne sait pas où. 98, pas de cellulaire. Ouais. Christine, elle ne sait pas quoi faire. Elle attend là un peu, en se disant peut-être son père va revenir. Mais là, après quelques minutes, elle se rend compte que tous les employés fuient son regard, qu'ils ne répondent pas au téléphone, puis qu'ils rencontrent aucun client. Fait que là, comme, OK, non, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que là, elle demande à l'un d'eux, comme, qu'est-ce qui se passe? Faut que tu me dises qu'est-ce qui se passe. Et c'est là qu'on lui apprend que Cathy est morte. Ah, excusez. Ça m'émeut vraiment. Mais c'est juste, tu sais, parce que j'ai lu le livre de Christine, puis c'est comme, elle parle vraiment de, c'est ça, comment elle l'a vécu. Fait que c'est vraiment, je trouve que c'est encore plus touchant Son point de vue. C'est ça, de le vivre à travers sa lunette, là, comme... Ça veut dire que la police est allée au garage de son père ou ils l'ont lui appelé, apprendre. ou ils l'ont appelé au garage pour dire comme Fait que votre fille est morte, comme venez-vous-en. là. Fait que c'est pour ça que les employés du garage savaient. C'est ça, ils savaient qu'elle était morte. Donc, Christine l'a appris de la part des employés du garage. Ouais. Wow. Puis qui osait comme pas y dire. Ben non, tu sais, c'est qui- sûr. Comment tu vas annoncer ça? Ouais, non, tu sais, il osait pas la regarder. C'était comme fuck, qu'est-ce qu'on fait? Oh. Fait que Christine, elle s'effondre. Tout ce qu'elle veut, c'est rejoindre Cathy. Fait que finalement, c'est des employés du garage qui lui font un lift jusqu'à chez son père parce qu'elle était pas en état de conduire. Là. Donc, son père est là, chez lui. Puis là, les deux, ils n'ont juste pas de mots. En inspectant la maison, Christine, elle se rend compte que c'est comme trop propre, trop rangé. Clairement, il a voulu dissimuler quelque chose. Il a voulu faire croire que Cathy s'était rendue de son plein gré au chalet. Il avait pris son manteau et sa sacoche, mais il avait oublié ses bottes. C'est genre, Cathy était nue bas. Genre. En février. Ouais. Elle le mentionne à la police qui sont sur les lieux. À 15h20, c'est là que la police était finalement arrivée au chalet, qui ont défoncé la porte et qui ont mis Jean-Paul Gerbert en état d'arrestation. Puis c'est là qu'ils ont découvert le corps de Cathy sur les marches de l'escalier qui menait au sous-sol. J'ai mis une petite citation dans le livre de Christine Carretta qui m'a vraiment touchée. OK, je vais essayer de pas pleurer. C'est donc le 10 février 1998 que le cœur de celle que j'aimais le plus au monde a cessé de battre pour toujours. C'est à l'âge de 23 ans que ma petite sœur Cathy, Patricia Carretta, a été sauvagement et lâchement assassinée par son ex-petite amie, alors qu'elle était encore en pyjama dans la maison de notre papa. Et c'est à notre chalet que son corps a été retrouvé sans vie le jour même, en la présence de son bourreau, Jean-Paul Gerbert.
Ouais. D'ailleurs, c'est ça, Christine, dans son livre, là, elle parle beaucoup de toutes les étapes qu'elle a dû passer à travers pour comme, vivre le deuil de sa sœur. Elle a vraiment tombé en grosse dépression après. Elle a souvent songé à aller rejoindre Cathy. Elle n'arrivait plus à dormir, à manger. À un moment donné, son rythme cardiaque était instable. Elle n'arrivait plus à parler, difficulté à respirer. Oh my Elle est God. allée à l'urgence. Puis on lui a dit qu'elle était en état de choc violent. Puis ça, c'était Ben, avec comme raison. plusieurs jours ou semaines après la mort de Cathy. Là. Puis finalement, elle a fait de la thérapie. Puis en fait, elle raconte qu'elle s'est fait traiter pour un choc post-traumatique. Oh, ouais. Genre choc post-traumatique grave. Là. Ben, c'est la dernière personne à y avoir parlé aussi, probablement. Ouais, aussi. Puis c'est ça, elle a comme vécu l'angoisse de toute la journée. Ben Elle doit s'en vouloir beaucoup. Ah, vraiment. Fait que, en tout cas, c'était vraiment intéressant aussi de... Tu sais, j'avais comme pas pensé à quel point un proche pouvait vivre un choc post-traumatique de ça. Mais Ben, clairement. c'était aussi proche. Mm. Comme ceux qui perdent un enfant. Ou... Tu t'en remets pas. Puis même, elle raconte aussi que son père aussi, là, lui aussi, a été traité pour un choc post-traumatique. Puis genre, quelques années après, il a dû vendre le garage parce qu'il était juste plus capable de travailler. Il était comme... Il y arrivait plus, genre, il fait, tu sais, ça l'a juste trop décollé, la mort de sa fille. Là. Voilà. OK. Enquête préliminaire. Le 7 décembre 1998, début de l'enquête préliminaire. En décembre? Ouais, fait qu'elle est morte en février. Enquête préliminaire en décembre, ouais. OK. Je pense que les délais se sont empirés depuis. Nice. C'est pendant l'enquête préliminaire que la famille de Cathy apprend finalement comment la police a su que Cathy était en danger. En fait, c'est quand Nicolas Pennison qui vient témoigner. Qui est Nicolas Pennison? C'est le mari d'Hélène, la sœur de Gerbert. Il explique devant la cour avoir reçu un appel de Jean-Paul Gerbert alors qu'il était à son travail le 10 février 1998, vers midi. Le jour même. Oui, fait que, dans le fond, Jean-Paul Gerbert, il l'a appelé en panique. Puis, au téléphone, il pleurait. Et il lui a dit... Après l'acte, sûrement? Il dit, j'ai fait quelque chose d'affreux. Oh. Et il avoue avoir tué Cathy. Oh, il a dit? Mm-hmm. Oh my God. Et là, il dit, en ce moment, je suis dans le bois, puis je vais me suicider. Donc, Nicolas, il a vraiment fait la bonne affaire. Il a continué à le faire parler le plus possible. Et il voulait le garder le plus longtemps en ligne. Puis, pendant qu'il parle, il prend des notes. Puis, il remet un papier à ses collègues sur lequel il a écrit « Contacter le 911 » pour localiser la communication téléphonique. OK. Quand même... Smart. Donc, ses collègues s'exécutent, la chasse à l'homme est lancée. Fait que c'est à cause de ça qu'ils se sont mis chercher Cathy et Jean-Paul Gerbert. Une autre preuve qui est présentée, c'est le message vocal que Gerbert avait laissé à sa sœur Hélène après avoir tué Cathy. En fait, probablement qu'il a essayé de rejoindre Hélène, elle ne répondait pas, il a laissé un message, puis après, il a appelé son beau-frère. Puis Hélène, elle-même, n'avait jamais entendu le message. Parce que, tu sais, dans ce temps-là, c'était des cassettes dans les répondeurs. Ouais. Fait que la police avait saisi la cassette. Okay. Fait qu'Hélène, elle n'avait jamais eu le temps d'entendre le message. Puis en cours, ils l'ont fait jouer? Ouais. Ouf, ouais. On sait qu'est-ce que ça dit? Je te lis un extrait. Vas-y. Je veux mourir, Hélène. Je t'aime. C'est fini pour moi. Pardon, je suis un fou. J'ai tué quelqu'un. Merci pour tout. Ça n'a pas marché pour moi. Je suis un meurtrier. Je suis un raté. Je me tue aujourd'hui. Pourquoi j'ai fait ça? Ma petite sœur, je t'aime tellement fort. J'ai tué Cathy. Rappelle-moi pas, il est trop tard. J'ai tout perdu. J'ai rien réussi dans la vie. Je vais me pendre. Séchée au bout d'une corde, elle est morte. Elle est là devant moi. J'en peux plus. Ça devait être horrible à entendre pour les deux familles, là, autant les Gerbert que les Carretta. Les familles ont entendu ça. Ouais. À la fin de l'enquête préliminaire, le juge retient les accusations de meurtre avec préméditation. Ah ouais? Ouais. OK. Gerbert est décontenancé, il essaie de faire pitié, il dit au juge, je voulais me suicider au moment du meurtre, puis le juge a répondu, alors pourquoi vous l'avez pas fait? Donc finalement, le vrai procès, en novembre 99, un an après l'enquête préliminaire. Donc, la couronne veut prouver que c'était prémédité.
Alors, selon la couronne, dans les jours précédents, Jean-Paul Gerbert, il allait vraiment pas bien. Il s'isolait. Il s'était même rasé les cheveux la veille, ce qui était comme vraiment weird, qui avait inquiété sa sœur. Et le 10 février, il s'est rendu chez Cathy, chez son père, avec l'intention de la tuer. Il avait fait des doubles des clés. Oh! Parce qu'il était plus Mhm. supposé avoir les clés, mais il y avait les clés dans la maison. Il savait très bien qu'elle allait être seule à la maison ce matin-là parce que son père serait au garage. Et selon ses propres dires, j'ai eu la rage accumulée depuis mon enfance. Puisqu'elle me repoussait, elle devait mourir. OK. Je sais pas dans quel contexte il a dit ça. Peut-être en tout cas, après son arrestation, mais il a dit ça. Donc, il l'aurait étranglée, attachée, puis transportée dans le coffre de la voiture. Voiture que le père de Cathy lui avait prêtée. Jusqu'au chalet des Carretas, à Saint-Charles-de-Mandeville. Ça veut dire qu'il l'a tué au chalet? Non, il pense qu'il l'a tué à la maison. À la maison? Puis qu'il l'a transporté après. Pourquoi? Je sais pas. Si tu veux en finir après avec ta vie à toi, tu le fais sur place, je veux dire. Pourquoi se donner tout ce trouble-là? Je sais pas. Tu sais, clairement, c'était pas logique dans sa tête ce qui se passait à ce moment-là. Là. Mais en même temps, c'était prémédité. T'avais un plan quelque part. Oui, il y avait un certain plan, oui. C'est le chalet, il était barré aussi, je veux dire. T'as les clés, Oui, j'imagine qu'il y avait les clés, oui. Puis il avait même tenté de faire une mise en scène bidon pour faire croire que Cathy s'était suicidée. Genre, il avait attaché une corde au-dessus du corps de Cathy, mais je pense que le corps était trop lourd puis il avait comme pas réussi sa mise en scène. C'est pour ça qu'elle était juste couchée dans les marches, mais son but, c'était comme de faire croire qu'elle s'était pendue. Arc. Oui, arc. Et dans sa rage, il saccage le chalet à coups de hache, causant des dommages évalués à plus de 20 000 $. OK, parce que c'était pas assez de prendre une vie, fallait que tu... Okay. Oui, en plus, il a saccagé le chalet. Pourquoi déjà pas? qu'il a ruiné la maison, l'auto, le chalet. Leur vie. Leur vie, il faut qu'ils détruisent en plus. Oui. OK. Je suis contente qu'il se soit pas suicidé. Oui, qu'il a comme affronté les conséquences, là. Témoignage du pathologiste André Lauzon. Donc, selon lui, Cathy Carretas est morte par strangulation manuelle à la suite d'une pression lente et soutenue. Elle s'est débattue avec vigueur. Elle portait des marques de défense, principalement au niveau de la figure. Elle portait des marques, elle s'est fait tabasser. Alors que son pouls battait encore, mais qu'elle était probablement inconsciente, Gerbert lui a lié les deux poignets ensemble. Le pathologiste, il pense ça parce qu'il dit que normalement, une personne qui se fait attacher les poignets, elle se laisse pas faire, puis ça laisse des traces, mais là, il y avait comme... Elle s'est comme pas défendue quand elle s'est fait attacher, mais elle est encore en vie. OK. La défense. La défense, elle tente de faire croire que c'était pas prémédité. Gerbert, il témoigne devant la cour et il rejette tout le blâme. Il dit même que Cathy l'avait attaqué et qu'il s'était défendu. Bref, c'était de la légitime défense, son affaire. Le gars de 6 pieds puis la fille de genre 5 pieds. Là. Et qu'il y a eu un blackout en l'étranglant. Classique, ouais. Il dit qu'en fait, il voulait aller se suicider et qu'il est passé dire au revoir à Cathy avant et que ça l'a mal viré. C'est ça, sa version. Il dit aussi que... Ouais. Wow! Il dit aussi que toute sa vie, il a été la victime de son père. Bouhou. Pauvre petit. En contre-interrogatoire, en fait, il finit par dire qu'il avait suivi Cathy et qu'il était rentré chez elle à son insu à plusieurs reprises avant le meurtre. Prémédité. Mm-hmm. Bon, bref, sa technique de défense ne fonctionne pas. Et le 25 novembre 1999, après 24 heures de délibération, Jean-Paul Gerbert est reconnu coupable du meurtre. Ah non, ça marche. C'est non prémédité. Quoi? Il est reconnu coupable du meurtre non prémédité de Cathy Carretas. Non. Ouais. Non. Ouais, sûrement, parce que la couronne, c'est quand même basé sur des suppositions, leur affaire. Tu sais, je veux dire, je peux comprendre, mais calique.
Moi, je pense que c'était prémédité. Là. Moi aussi. Le jury recommandait quand même 20 ans de prison ferme avant la Mhm. libération conditionnelle. La couronne demandait 15, puis la défense 10. Finalement, c'est 10. 10 ans de prison ferme. C'est pas beaucoup. Non. Non. Donc, c'est une décision, évidemment, qui fait mal à la famille de Cathy, qui se sentent trahis par la justice. Avec raison. Ouais. 10 ans. 10 ans, c'est pas beaucoup, là. Un meurtre. Oui. 10 ans, il est genre 33. C'est genre Donc à aujourd'hui, 43, j'imagine qu'il n'est pas décidé. 43, il qu'il est pas reprend sa décédé vie. aujourd'hui. Non, Il est c'est libre ça, comme l'air. je te reviens là-dessus. Et attends. Le nom de Gerbert va réapparaître dans les journaux Non. quelques années plus tard. Parce que pendant qu'il était en prison, tu devineras jamais avec qui il a sorti Ben, j'ai... la criminelle la plus connue du Canada. Ben non. Oh, oui, oui. Carla. Carla Homolka. Non. Oh oui. Gerbert et Homolka se sont rencontrés à la bibliothèque de la Sûr, prison tu me niaises. de Sainte-Anne-des-Plaines. Sûr, tu me niaises. Je te niaise pas. Sûr, tu me niaises. Apparemment qu'ils échangeaient des bobettes, des photos, des lettres, qu'ils se seraient donné des bisous. En prison. Ouais, à la bibliothèque. Colonie de vacances, la gang. Ça va? Hein? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Apparemment, Christine a dit dans son livre, là, genre, il y a une journée, il y a un journaliste qui a appelé pour y apprendre ça. Elle était détruite. Là. Elle était comme, mais voyons, tabarnak. Lui, il est en colonie de vacances. Ouais. Là. Ouais, lui, il date Carla Homolka, puis pendant qu'elle a essayé de survivre le deuil de sa sœur. Tu sais, comme... Dans quel monde on vit? J'ai tellement de commentaires et de questions et de frustrations et de... La bibliothèque... Depuis quand ils sont mélangés? Pourquoi ils sont mélangés? Pourquoi je sais pas ça. Comment tu peux te dater en prison? Ouais, comment tu peux... C'est nos sources internes à Sainte-Anne-des-Plaines. Dites-nous ça. What? J'espère aujourd'hui que c'est ça. Moi, je sais pas. J'ai aucune information sur si ça a changé ou pas. Là. OK. Mais quand l'histoire est sortie dans les médias, ben là, Gerbert a été transféré au pénitencier de Courandville. Mais après, il est ressorti 15 minutes après. Puis, ouais, c'est ça. Puis Carla, elle a mis fin à leur relation en 2005 parce que dans ses conditions de libération conditionnelles à elle, il y avait de ne pas contacter Gerbert. J'en reviens pas. Quand t'as dit tu devineras jamais qui il était, c'est le premier nom qui m'est venu en tête, mais je me suis dit non, ça se peut pas. Ça c'est trop. C'est trop. C'est trop. L'inventer, non, c'est ça. En 2008, Gerbert fait sa première tentative devant la commission de libération conditionnelle. On refuse sa demande et une des raisons, c'était entre autres sa relation avec Carla Homolka. Mais c'est quasiment une bonne chose si ça le garde en dedans un peu plus longtemps. Ouais, c'est ça. Ça l'a fait comme une tâche à son dossier. Ouais, c'est ça. Puis clairement, il n'avait rien compris à ce moment-là là, parce qu'apparemment qu'il aurait dit à la commission qu'il blâmait Cathy pour ses échecs, que c'est à cause de sa personnalité narcissique qu'il n'était pas capable de mettre le blâme sur lui-même et qu'il avait une piètre estime de lui-même, qu'au moment du meurtre, il prenait des drogues et buvait beaucoup. Et qu'au moins, il a reconnu qu'il devait travailler sur lui. Oh, bravo. Bravo. Ça te donne le droit de tuer quelqu'un. Ben oui. Ouais. Je suis trop narcissique, excusez. OK, vas-y, mon homme. En 2011, de retour devant la commission, cette fois, il a convaincu la commission de libération qu'il était réhabilité et il a reconnu que sa relation avec Carla Homolka, qui s'était terminée en 2005, était tout à fait inappropriée et que cette relation alimentait ses besoins narcissiques et égoïstes. Donc... C'est de la faute de Carla, non? Ben oui, c'est la faute de tout le monde sauf lui. Après seulement 13 ans de prison, quand même, il a fait un petit peu plus que les 10 ans qu'il était supposé faire, au moins. Mais même le 13 ans, c'est pas beaucoup. Donc, Jean-Paul, alors âgé de 44 ans, est libéré. Et aussitôt libéré, il est expulsé en France parce qu'il n'avait pas la citoyenneté canadienne. Bye! Il aurait dû être emprisonné là-bas.
On le veut pas ici. Ouais, mais quand tu commets un crime dans un pays, c'est là que tu fais la prison, tu sais. Je sais. Ouais. Mais ouais. Bye, on revient plus. Puis, ouais, ça dit si jamais il veut revenir au Canada, il doit prévenir la commission des libérations conditionnelles. Puis j'espère qu'ils vont dire non. Ça veut dire qu'il est pas revenu depuis. Non, je penserais pas. Ça se pourrait qu'il nous écoute pas. Ça se pourrait, vraiment. J'ai peur. Puis il s'en va vivre chez ses parents en France et il travaille sur la ferme. Et là, bon, c'est la fin de l'histoire de Cathy Caretta. Merci. Donc voilà, Jean-Paul Gerbert, il vit sa vie en France. Libre comme l'air. Ouais, voilà. Peut-être qu'il a fait d'autres choses, on sait pas. On sait pas. Fait que nos auditrices, auditeurs français, si votre... Ben, on sait pas il est où. on sait pas il est où, mais si ma tante date un Jean-Paul Gerbert, watch out. Faites attention. Faites attention. J'ai voulu faire un cas de féminicide. Cette fois-ci, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Puis, à cause d'un cas récemment dans l'actualité, ça m'a comme donné envie d'en reparler. Parce que, bon, c'est malheureusement toujours un sujet d'actualité, les féminicides. Parce que je voulais faire lien, en fait, avec le meurtre de Gaby Renaud, 43 ans, mère de 2 enfants, qui est survenu à Saint-Jérôme le 7 septembre dernier. Elle a été tuée par son ex. C'est le 14e féminicide de l'année au Québec. Et ce qui est vraiment, vraiment fâchant avec le cas de Gaby Renaud, c'est que l'accusé, Jonathan Blanchette, au cours des 20 dernières années, il a accumulé une 30aine d'accusations pour crimes violents, le plus souvent commis dans des contextes conjugaux. Et il est libre comme l'air, j'imagine? Ben, plus maintenant, mais il a fallu qu'il se rende à tuer son ex après genre une 30aine d'accusations de violence conjugale. Là. Comment ça qu'il s'est rendu là, puis comment ça qu'il était en liberté? Je comprends pas. Il a brisé ses conditions à 16 reprises, comme celle de ne pas contacter la plaignante, genre son ex qui avait porté plainte contre lui. Il y a... Ouais. Son ex-conjointe, Nancy Boucher, elle a même raconté qu'elle a frôlé la mort à plusieurs fois aux mains de Jonathan Blanchette. Ça prend quoi, dans le fond? Ça prend juste un meurtre? Ça prend un meurtre pour qu'on comprenne que ce gars-là, il est trop violent et qu'il devrait pas être en liberté. Que je comprends pas le système de justice. Non, non plus. Fait que là, justement, il y a comme... Je pense qu'il y a 2 semaines, il y a eu une marche à Saint-Jérôme pour commémorer la vie de Gaby Renaud. Puis c'est Rachel Renaud, entre autres, la sœur de Gaby, qui avait organisé. Puis je sais qu'elle demandait, entre autres, des peines plus sévères pour les récidivistes violents, comme Jonathan Blanchette. 30? Fuck oui, s'il vous plaît. Et aussi plus de financement pour les organismes qui viennent en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Parce que là, le dernier chiffre que j'ai lu, puis là, je me rappelle plus où je l'avais vu, mais en tout cas, quand j'ai écrit, j'étais comme, je sais que j'ai ce chiffre-là dans la tête. C'était qu'une femme sur 2 se faisait dire « Désolée, on n'a pas de place dans les centres d'hébergement en ce moment au Québec. » Fait qu'une sur 2. C'est 50% des femmes qui ont besoin d'un hébergement urgent qui se font dire non. C'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'ils peuvent pas. Oui, c'est ça. Les ressources sont pleines, ils ont pas assez de financement, il en manque. Voilà. Fait que je trouvais comme c'est important de mentionner ce cas-là. Tu sais, je sais, beaucoup, les gens, quand il y a des cas qui sortent dans les journaux, les auditeurs, vous nous demandez « Ah, est-ce que vous allez parler de tel cas? » Juste vous dire, normalement, on parle pas de cas trop récents. Parce que c'est trop frais pour les familles des victimes, c'est trop sensible. Bon, puis on n'a pas toutes les informations non plus. Là, souvent, il n'y a pas de dénouement encore. C'est ça. C'est plus facile aussi une fois après le procès, mais bref. Mais donc, ce cas-là, on va pas en parler parce que c'est trop récent, mais je voulais quand même le mentionner, vu qu'il y avait eu la marche pour Gaby, puis les demandes de la famille de changer les choses parce que ça n'a pas de bon sens. Voilà. Alors... J'en reviens pas. Si vous êtes victime de violences conjugales, au Québec, vous pouvez contacter SOS Violence Conjugale au 1-800-363-9010. Il y a aussi la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes de Montréal, que vous pouvez contacter au 514-878-9757.
et le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales au 514-878-9134. Voilà. C'était mon épisode sur les féminicides. Aïe. Voilà. On pourrait faire un podcast qui traite uniquement de féminicide. Mais c'est ça, il y en a tellement. Puis on pourrait le faire pendant des années. Vraiment. Juste, c'est ça. 14 au Québec cette année. Juste au Québec. Juste au Québec. Puis 14 connus. Ouais, peut-être qu'il y en a des irrésolus qu'on doute que c'est le conjoint, mais qu'on n'a pas les preuves. Là, ça se peut aussi. Hein. Voilà. T'es en tabarnak, hein? Tu m'enlèves les mots de la bouche. Voilà. T'as-tu un petit shout-out pour nous remonter le moral? Attends, j'ai eu une idée. Ça me fait penser à un courriel qu'on a reçu cette semaine, crime, sur notre site web. Je vais pas nommer de nom, mais je vais te le lire. OK, vas-y. Ça m'a donné des frissons de lire ça. Elle dit bonjour, je vous écoute depuis longtemps et je vous adore. Je vous écris pour vous dire que selon moi, vous avez contribué à sauver plusieurs vies. J'ai une amie qui a un enfant, elle vivait avec son chum et tout, ça allait bien selon ses dires. Mais surprise, ce n'était pas vraiment le cas. Les choses ont empiré, il s'est mis à me parler de petites choses et ensuite de trucs plus graves. Moi, ça a tout de suite sonné une cloche, en grande partie grâce à vous et vos épisodes sur le sujet. J'ai noté beaucoup de similitudes avec ce que mon amie me racontait. Bref, j'ai fini par lui dire « Sors de là » et par miracle, elle m'a écouté. On s'est organisé. Moi, avec des amis, on a attendu que son chum soit parti et on a sorti ses choses de l'appartement. Oh my God. Puis elle a habité chez une amie pendant un moment. Son ex a vraiment mal pris la séparation. Pour la garde de leur garçon, ça a été l'enfer. Heureusement, elle a été aidée par une maison qui aide les femmes où ils habitent. Je ne vais comme pas trop donner de détails pour pas que les personnes se reconnaissent. Je vais pas entrer dans les détails, ce serait trop long, mais bref, son ex avait des comportements et des paroles très, très, très alarmantes. J'ai fait un signalement à la DPJ qui n'a pas été retenu, mais on a tout de même parlé à une travailleuse sociale qui nous a aidés. Elle a dit à mon amie de ne pas laisser son fils aller avec son père, même si c'était légalement son tour de garde. C'était le vendredi et son ex devait voir son fils pour la fin de semaine. Le samedi matin, elle m'a écrit pour me dire que son ex s'était suicidé. J'ai encore des frissons à chaque fois que j'y pense. Elle devait avoir son fils cette fin de semaine-là. Et elle ne veut pas penser à ce qui aurait pu arriver si ça avait été le cas. Tout ça pour dire que j'ai remarqué les red flags un peu beaucoup grâce à vous. Et heureusement, là, l'histoire, c'est bien fini. Ouais, ben, c'est bien fini pour la famille et son fils. Une chance. Ouais. Oh, une chance qu'elle a gardé son fils avec elle. C'est ça, j'ai dit, tu sais, c'est capoté. Tu sais, on souhaite pas la mort à personne. Non. Mais calé qu'elle a sauvé la vie de son fils, probablement. Ouais. J'ai eu des frissons. Oh mon Dieu, moi aussi, j'ai des frissons. Mais en même temps, tu sais, je le connais pas, le gars, puis il devait avoir, tu sais... Il y a aussi, tu sais, on parle beaucoup des femmes de sortir des situations toxiques, mais aussi, tu sais, les hommes, genre, allez chercher de l'aide. Si vous avez des comportements dont vous n'êtes pas fiers, puis vous regrettez c'est après, vrai, allez chercher de l'aide. Ça existe aussi, ces ressources-là, puis c'est important aussi, d'aborder le problème par les deux bords. Là, dans le sens... Cette agressivité-là vient de quelque part aussi. C'est ça, il faut comprendre d'où elle vient, il faut la traiter. C'est traitable. C'est pas obligé d'en venir à... Pas obligé d'en venir au suicide ou au meurtre. Ou au coup de poing. Oui, au coup de poing. Même la violence verbale. Pourquoi tu rabaisses l'autre? Pourquoi, tu sais? Ah, c'est capoté. Aïe, aïe. Bon, ben... Ton épisode me fait penser à ce courriel-là. Ben, je suis contente qu'on ait pu allumer la fille qui a sauvé son ami et le petit gars. Ouf. OK. Voilà. Bon, ben voilà, on fait pas ça pour rien. J'ose croire que non. Mais sur ce... Mais passez quand même une belle semaine. Oui. Puis on se revoit bientôt. Oui. Bientôt. Bientôt. Au Salon du Livre, peut-être. Ah oui, c'est vrai. OK. Bye. Bye. Crime de Bin est une idée originale de Mélanie Bouchard et Hélène Thompson. Mixage sonore et musique originale d'Anthony Castonguay-Harvey. Encouragez-nous, suivez nos aventures sur Instagram et sur Facebook. Et pour un épisode bonus par mois, abonnez-vous à notre Patreon. Merci Binku. Bye!